Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, décor un petit peu pittoresque, hein, mais il faut ce qu'il faut pour continuer le flux de vidéos. J'ai interrompu le flux de vidéos du FC Barcelone. J'en avais parlé dans la dernière vidéo concernant le départ de Sergio Busquets. J'avais dit qu'il y allait avoir une vidéo sur Alba, une vidéo sur Kessié, une vidéo sur Rafinha. Oui, une vidéo sur le Camp Nou, ça arrivera, mais aujourd'hui, on doit parler de ce qui s'est passé hier, la victoire, enfin, de Pep Guardiola en Ligue des Champions, après son dernier sacre avec le club Blaugrana. On va parler de sa victoire avec City et de toutes les émotions qu'il y a pu avoir autour. On va parler de la finale et on va parler aussi de ce grand monsieur, parce que qu'est-ce qui nous fait kiffer, qu'est-ce qui nous a fait vibrer. Je suis pas un supporter de City, mais tous les supporters entre guillemets du FC Barcelone, et par extension du beau football, étaient pour Guardiola, parce que c'est une consécration, enfin, il le méritait. Au-delà d'être un enfant du club, c'est la victoire du football à la catalana, à la barcelonaise, le football. Ok, de Johan Cruyff, Ines Michels, qui passe par Guardiola de la Dream Team, qui a encore gagné hier, même si c'était un petit peu différent de ce qu'on pouvait voir dans les années précédentes. Et on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, ça fait déjà une petite minute, pour ceux qui rejoignent la chaîne, ou ceux qui regardent sans être abonnés, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, et venir discuter avec moi, et m'encourager peut-être à continuer, faire les vidéos, c'est super important. On ne se rend pas compte, hein, des fois un ou deux petits commentaires, comment ça peut vous booster, mais aussi de me donner des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite, voilà, simplement. On va parler tout de suite, enfin Manchester City. Enfin Manchester City remporte la Ligue des Champions, le Graal. Ils sont arrivés, on va pas refaire, hein, on va pas refaire tout l'historique, mais ils sont venus en 2008. C'est un travail qui date depuis un bon petit moment. C'est vrai que on se dit ouais, Guardiola est là depuis 2016. On va en parler un peu du parcours de Guardiola, mais j'aimerais faire un petit bond en arrière sur le parcours qu'a pu faire Manchester City pour aller chercher cette Ligue des Champions. Parce que c'est un peu ce concept-là de pays ou de grands hommes d'affaires ou de capitaux financiers qui viennent apporter de la masse financière dans des clubs. On l'a vu avec Chelsea, ils ont mis à peu près 10 ans pour gagner leur première Ligue des Champions. Ils sont venus en 2002-2003, ils la gagnent en 2012, et un petit peu contre le cours du jeu. Ils la gagnent encore en 2021 contre ce Manchester City-là d'ailleurs. C'était un long travail. Ils ont investi, même s'ils ont fait des erreurs, il y a eu de gros investissements, il y a eu des belles choses, il y a eu des ratés, il y a eu une progression. Ils ont commencé à s'approcher tranquillement de la Ligue des Champions, ils ont fait une finale, ils ont fait des demi, jusqu'à aller la gagner contre le cours du jeu, mais ils sont partis la gagner. On le voit aussi avec Manchester City, parce que le parcours il commence en 2008, et c'est tout un travail finalement, parce que comme d'habitude, tu dois aller surpayer les joueurs parce que de l'attractivité. Manchester City, c'est un club qui existait bien avant 2008. Les gens pensent que c'est un peu à l'instar du Paris Saint-Germain. Ce qu'on peut entendre, c'est des conneries, hein, sur ouais, le club n'existait pas avant. Non. Petite parenthèse sur le PSG. Le PSG avait une histoire européenne bien avant l'arrivée des Qataris. En 1996, coupe champion des vainqueurs de coupe. En 1995, ils font demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont des épopées en Ligue des Champions. Ça a toujours existé. Manchester City, c'était un club un petit peu en Angleterre. Il avait sa petite histoire, mais c'était pas le club fringant comme maintenant. Quand tu disais Manchester, tu pensais à Manchester United forcément. Et là, c'était très important d'aller reconstruire toute une identité autour du club et lui donner une nouvelle impulsion. Et c'est ce qui a été fait avec l'arrivée des investisseurs. Tu as le stade, les investisseurs émiratis, donc tu as le stade, tu vas chercher un bon coach, tu vas aller chercher Pellegrini, tu essaies de construire, tu vas attirer des bons joueurs, Nasri, Yaya Touré, Adebayor, et ça commence à se faire. Et tranquillement, tu commences à construire ton succès en gagnant des premières ligues. En gagnant des premières ligues, en commençant à attirer de plus en plus de joueurs, en ayant quelques petites épopées en Europe, hein, tu fais des demi-finales, notamment face au Real Madrid, tu perds face au Grand Barça en 2015, mais à chaque fois, tu n'es pas spécialement ridicule, et là, ils ont décidé de mettre un petit coup d'accélérateur en ramenant Pep Guardiola. Et quand tu ramènes Pep Guardiola, là, c'était vraiment pour passer un cap, et on a trop banalisé un petit peu ce qui a été fait. C'est pas une vidéo vraiment sur la saison de Manchester City, on pourra peut-être la faire, mais pour parler de ce qui se passe en Ligue des Champions, et là c'est incroyable parce que après plusieurs défaites, il réussit enfin. Alors en 2016-2017, il perd face à Monaco, après ils sont éliminés face à Liverpool au terme d'un match un petit peu rocambolesque, face à Monaco aussi, c'était incroyable. Ils se font sortir après en 2019, ils se font sortir, alors contre qui ils se sont bien fait taper cette fois-ci en 2019, face à Tottenham, tiens, voilà, ils s'étaient fait taper à Tottenham dans un match complètement fou. En 2020, mon Olympique Lyonnais. En 2021, tu perds la finale. En 2022, tu te fais sortir face au Real Madrid. Mais vraiment, ça s'est joué sur... c'est un alignement des planètes. Ça se joue à un bout de Courtois. Hein. Si Courtois, il chausse du 48 au lieu de chausser du 49, la frappe de Grealish, elle rentre. Tu vois, ça se joue vraiment à des détails. Et là, cette année, c'était la bonne année. Et pour plusieurs choses. Parce que au-delà d'avoir un effectif qui est très bien construit, tu as un Guardiola qui a su pleinement exploiter pleinement le potentiel de son équipe.
Parce qu'il faut voir, ça a beaucoup changé. Il y a eu Guardiola qui a joué avec ce City-là entre 2016 et 2023. Il ne faut pas croire que c'est la même équipe, un petit Barça qui a joué. Il y a eu des phases comme ça, où on jouait en 4-3-3. Il y a eu des phases où on a joué en 4-2-3-1. Avec différents types de profils. Des fois, tu as eu des Mahrez avec Sterling. Des fois, tu as eu des Foden qui ont été incorporés. Tu as eu même des De Bruyne sur le côté droit. Tu as eu pas mal de styles de jeu différents. Tu as eu un Gundogan qui a joué en 10, qui a joué en 8, qui a joué en 6, qui a joué en double pivot. Il y a eu plusieurs utilisations de cet effectif-là. Et il a commencé à grandir. Et à chaque fois, Guardiola, il incorporait de nouvelles façons de jouer. Il incorporait de nouveaux systèmes. Des fois, c'était très bien parce que c'était impressionnant. Et le parcours que tu fais en Angleterre en gagnant 5 premières ligues sur 6 ans, en allant chercher... et la seule première ligue qui t'échappe, c'est face au grand Liverpool. Quand tu vas aller chercher des victoires en coupe, on n'en parle même pas. Et des parcours en Ligue des Champions, c'était un petit peu ceux qui faisaient défaut à Pep Guardiola. Parce que il y avait cette équipe où on joue très bien, on domine l'adversaire, on propose du jeu spectaculaire, ça marque, etc. Sauf que il y avait des fois des petits changements de Guardiola un petit peu qu'on caractérisait d'entraîneur limite hipster à vouloir toujours le perfectionniste, aller chercher le petit détail en trop. Voilà, j'allais pas dire ça, mais c'est le mot. Aller chercher le détail en trop. Jouer une demi-finale, jouer une finale de Ligue des Champions sans mettre de numéro 6. Quand tu vas mettre Fernandinho pour aller te gérer Vinicius Junior. Quand face à l'Olympique Lyonnais, tu te fais désarçonner par rapport à ce système qui était en 3-5-2. Donc c'était assez compliqué pour un Pep Guardiola en Ligue des Champions parce que tu avais une équipe qui dominait énormément. Mais quand il arrivait les grandes échéances, tu as l'impression qu'il tremblait, il tentait quelque chose et cette équipe, elle tenait pas. Et cette année-là, pourquoi elle est très importante pour eux? Parce que au-delà de l'arrivée de l'incorporation d'Erling Haaland, qui a été décisif en Ligue des Champions, en tout cas tout le long de la Ligue des Champions, même s'il ne marque pas en demi et en finale. Mais l'incorporation d'Erling Haaland, mais surtout, c'est l'équipe, elle a eu des cicatrices. Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit, les défaites face à Monaco où tu es supérieur et tu te fais avoir par une équipe fringante, tu peux dire, mais allez, ça arrive. En 2018, tu te fais taper par un Liverpool, c'était un aura football complètement fou. Tu te dis, bon, ok, ça peut arriver. En 2019, c'est un scénario totalement incroyable où tu te fais taper. En plus, il y avait, je me souviens à l'époque, Llorente, il y avait peut-être moyen d'avoir un penalty avec ce qui s'était passé avec Hugminson, etc. Donc encore une fois, c'était un scénario incroyable. En 2020, sur un seul match face à l'Olympique Lyonnais, tu dis, oui, bon, ils vont quand même pas perdre face à Lyon. Ils perdent face à Lyon, ils perdent 3 en plus et ils déconnectent complètement avec leur raté de Sterling. En 2021, tu perds en finale, tu mets pas un numéro aussi, c'est Chelsea qui sont là dans une sorte de entre bloc médian, bloc bas. Ils vont t'avoir sur un contre, sur une relance mal maîtrisée, tu vas perdre 1-0. En 2022, tu fais une Ligue des Champions où tu es très bon avec un Mahrez complètement stellaire et là tu arrives en finale, tu arrives en demi-finale où tu te fais taper par le Real Madrid en 30 secondes, tu te mets 2 buts, c'est une campagne 2022 qui a fait l'alignement des planètes incroyable, donc il n'y a que le Real qui sait faire ça. Et mine de rien, même si tu pouvais dire ils se cassent la gueule, c'était pas des humiliations, parce qu'ils étaient cohérents dans le jeu, ils se faisaient avoir sur des situations où tu te dis mais c'est pas possible, ils vont jamais y arriver, mais c'était cohérent parce que tu voyais que cette équipe-là, elle était en transition. Et ce qui aboutit au fait que cette année-là, c'est l'année où il fallait gagner la Ligue des Champions. Et tout le monde disait, s'il la gagne pas cette année, c'est pas normal. Parce que cette année-là, t'avais l'impression que tout ce qui manquait à City les années précédentes était réuni. Tu vois, t'avais enfin, on va dire, parce qu'il y avait Agüero, mais t'as un numéro 9 maintenant qui est ultra clinique. T'as une possibilité de versatilité dans le jeu, c'est-à-dire que tu pouvais jouer avec des ailiers très écartés en mettant Mahrez et Grealish, tu pouvais apporter un Bernardo Silva dans cet effectif-là qui est assez... En fait, il faut se rendre compte, c'est une sorte de 3-2-2-2-1 en fait. C'est pas une sorte de 3-4-3 ou de 3-5-2 ou 4-2-3-1, c'est un style de jeu qu'on n'a pas vu. C'est une formation qu'on ne voit pas souvent. Donc une formation où cette année-là, mais ils ont su pleinement exploiter le potentiel qu'ils avaient. Comme je vous dis, il y a une versatilité, mais aussi par rapport aux forces qu'il y avait. Et tu dis, mais... Et là, je fais une petite parenthèse, surtout pour les fans algériens qui disent « Ouais, mais Guardiola, c'est quoi ça? Ça parle de hagara, ça parle de racisme, etc. » En termes de joueurs intrinsèquement purs, d'ailier droit, Mahrez, c'est plus fort que Bernardo Silva, je pense. Bernardo Silva, c'est pas vraiment un ailier, c'est plus un 8 qui peut aller très bon dans la projection, peut-être en 10, si tu veux vraiment pousser un second attaquant. Mais c'est ça la force de Guardiola, c'est de voir en certains de ses joueurs des capacités ou dans leur profil, des façons de jouer que peut-être d'autres ne verraient pas. Et on l'a vu tout au long de cette équipe-là, et c'est pour ça qu'on parle de génie, parce que quand tu reprends l'équipe, tu prends Ederson. Ederson, en termes de gardien de but, c'est pas incroyable. L'année dernière, tu fais un très bon... Les années précédentes, c'est un gardien qui pouvait te crever. Tu vois. Cette année, il te sauve la nuit dernière en Ligue des Champions, bien sûr, avec les quelques arrêts qu'il fait, et c'est des arrêts décisifs. Sauf que, in fine, en termes de gardien pur, c'est pas ce qui était intéressant pour Guardiola. C'est sa capacité de relancer très 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 haut. Il avait une capacité de... C'est un quarterback. La frappe, il mettait des drops dignes du rugby. Et pour passer 2-3 lignes, et après, avec la capacité de contre-pressing et de la gestion des seconds ballons, à ce moment-là,
tu avais cette équipe de Manchester City qui était tout le temps présente sur les ballons et ça te permettait de créer des attaques. On s'en souvient, l'excellente interview de Samir Nasri chez Zach Nani qui parlait très bien de ça en fait. Mais c'était le seul point négatif. Quand tu vois la défense, c'est quoi? C'est Ruben Dias, Akanji, Nathan Ake. Nathan Ake était à Bournemouth il n'y a pas si longtemps. Akanji, on n'en voulait plus trop à Dortmund. Ruben Dias, il fait une très bonne saison 2021, mais à l'époque, quand il commence sa carrière, il n'y avait que Lyon qui était dessus. J'ai encore mal. Hein. J'ai encore mal. Pour 5 millions d'euros, on aurait pu avoir Dias. En milieu de terrain, tu vas avoir Rodri, Stones. Rodri encore. Ah là, successeur de Busquets, c'est un Busquets un peu moderne. Mais Stones, les gars. Stones, on s'est foutu de sa gueule quand il est arrivé à Manchester City. Parce qu'on disait, voilà, Guardiola qui met des milliards sur ses défenseurs, il n'arrête pas de se faire crever en Ligue des Champions. Ah là, ça a payé. Stones numéro 6. Les gars, Stones était en double pivot. Je l'ai vu faire des appels dans les demi-espaces. Je l'ai vu faire des appels en latéral droit. J'ai vu faire des appels de latéraux droit pour essayer de compenser avec... pour essayer d'aider plutôt Bernardo Silva. T'avais Gundogan, incroyable, une sorte de numéro 8, box-to-box, il contrôle bien le jeu. Un Kevin De Bruyne qui était en 10, qui devait se reculer un petit peu. Et les élites avec Grealish, le footballeur influent. Moi, je l'appelais l'influenceuse, hein, toujours des cheveux en arrière, complètement bourré. On se disait à quoi il servait dans cette équipe. Mais regarde, un élément clé dans le succès de cette équipe-là. Alors qu'on l'a complètement tapé l'année dernière en disant c'est quoi ce joueur, 100 millions d'euros sur lui, c'est trop. Regarde Bernardo Silva, encore une fois, c'est un 8, c'est un très bon joueur. Il manquait de temps de jeu l'année dernière, au profit d'Riyad Mahrez d'ailleurs. Il manquait beaucoup de temps de jeu et finalement, regarde ce qui te produit cette année-là. Et Erling Haaland, on n'en parle pas, c'est une machine à but, mais on s'était dit encore une fois comment il va s'habituer au football de Guardiola. Lui, c'est pas un joueur à dire très fort techniquement, on va dire, dos au jeu, qui va combiner, qui va être bon en remise et tout. Un petit peu ce que pourrait être un Karim Benzema, qui, que je continue à le dire, serait une totale boucherie sous Pep Guardiola. Mais bon. Et finalement, de cette équipe-là, quand tu la regardes, tu te dis, mais il y a beaucoup de choses qui manquent, entre guillemets. Si on te parle de ça au début de saison, si on te dit pas que c'est Guardiola le coach, tu commences à rigoler. Et cette équipe-là, bah, elle avait 8 points de retard sur Arsenal, ils leur en mettent 4 d'avance, ils gagnent une coupe d'Angleterre, c'est la FA Cup, c'est même pas la coupe de la Ligue. Ils vont aller gagner sa Ligue des Champions en te martyrisant Leipzig, en t'écrasant le Bayern Munich, en roulant sur le Real Madrid. Et hier, ils font une finale très discrète, mais c'est une finale qu'il faut gagner. Moi, c'est vrai que cet âge-là, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Oui, bon, tu la joues pour la gagner. Tu peux pas être autant dominant comme a pu être le Barça en 2011, ça peut être le Barça en 2009, ça peut être le Barça en 2015, le Real Madrid en 2017. C'est très compliqué d'avoir des finales où tu vas être complètement dominateur comme ça dans le jeu. Bien sûr, tu as l'attention, tu as la pression, tu as un adversaire qui est aussi finaliste. Et si on peut parler un peu de cette équipe d'Inter de Milan, l'Inter Milan, pardon, excusez-moi, la Azzurri, c'est une équipe qui est très compliquée à gérer. Parce qu'elle est là, elle te fait déjouer. Surtout face à une équipe qui va t'oppresser face à ton but, avoir une sorte de contrôle de balle, et qui va beaucoup passer sur les côtés pour aller inscrire ses buts. Et surtout quand tu as un référent numéro 9 comme Erling Haaland, qui est une pointe et qu'on doit viser, et qui n'a pas cette capacité à se déplacer comme pouvait l'avoir un Agüero, un Benzema, un Luis Suarez, pour aller un peu combiner un petit peu sur les côtés, une sorte de ce profil potentiel de faux neuf. Et comme il est, on va pas dire c'est un point de fixation, mais il reste quand même un numéro 9 dans un style de jeu un peu classique. Pour une défense de l'Inter en 3-5-2, qui pouvait des fois même devenir en 5-3-2 ou même des fois en 5-4-1, à prendre en bloc bas un Erling Haaland, c'était assez évident. Et c'est pour ça qu'on l'a très peu vu, sauf sur son action où il frappe sur Onana, qui fait un très bon match lui aussi. Mais tu le vois très très peu. Donc face à cette équipe d'Inter qui fait déjouer un petit peu l'équipe de Manchester City, si tu rajoutes de la pression, les autres, l'Inter a essayé d'exploser des actions en transition, et c'était la façon, entre guillemets, de mettre à mal cette équipe de Manchester City, qui, mine de rien, même s'il n'a pas fait un très très beau match, et entre guillemets, on a dit on ronfle devant cette finale-là, ils n'ont pas été énormément en danger, il y a eu quelques scuds d'un côté ou de l'autre, mais globalement, j'ai trouvé que on voyait qu'ils n'étaient pas sereins, on voyait qu'ils n'étaient pas aussi confiants que d'habitude, qu'ils ne pouvaient pas dérouler parce que tu n'avais pas de filet derrière, qu'ils étaient enfin... C'est la consécration, il fallait qu'ils la gagnent après tout ce qu'ils ont vécu. Il y a des joueurs dans cette équipe-là qui étaient présents de toutes les défaites. Ils étaient présents depuis 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ils étaient là à chaque fois. Et cette année-là, il fallait la gagner. Je pense à un De Bruyne qui sort encore en finale de Ligue des Champions. Donc tout ça, ça ajoute de la pression à une équipe de Manchester City où tu t'attendais à ce qu'ils aillent les écraser parce que le différentiel, on va dire, de favoris avant le match, c'est évident. Tu mettais l'Inter pouvait faire un coup sur un coup de pied arrêté sur une erreur d'Ederson, ce qui a failli arriver. Et Manchester City qui, eux, normalement, étaient censés gagner et au minimum gagner comme ils ont fait aujourd'hui. Mais ils ont quand même réussi à contrôler la balle, ils ont essayé de trouver des solutions. Et ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas abandonné jusqu'à l'arrivée de ce but de Rodri sur un très bon travail de Bernardo Silva.
Et voilà, la balle, elle revient. Frappe de Rodri, plat du pied, sécurité, propre. En plus, le but, il est limpide. Tu gagnes un but à 0. L'Inter a des occasions à la fin, mais ça aurait été anecdote. L'égalisation aurait été peut-être, je vais pas dire imméritée. Je pense qu'ils auraient peut-être pu aller aussi en demi-finale. Ça aurait pas été complètement illogique. Mais Manchester City, je pense que globalement, par rapport à son parcours et par rapport à ce qu'a fait en finale, mérite de gagner cette Ligue des Champions. Et félicitations à eux. Et encore une fois, une ode à Guardiola pour tout ce que je vous ai dit avant. Transformer un effectif comme ça. Te passer de Julian Alvarez. Ok, Foden y rentre parce qu'il y a la blessure, mais tu te passes de Foden, tu te passes de Riyad Mahrez. Alors on va rectifier un petit truc sur Riyad Mahrez. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur Twitter. Moi je suis nouveau sur Twitter, donc je sais pas comment trop ça fonctionne. Mais je suis nouveau sur Twitter et je vois des commentaires en mode... Bon, il y a des petits trucs, des petites taquineries, voilà, entre Algériens, Marocains et tout. Bon. Mais il y a des commentaires en mode, ouais, là il est resté sur le banc, il a rien foutu cette saison. Alors Riyad Mahrez, il faut se rappeler d'un truc. Déjà de 1, c'est le deuxième meilleur passeur de City cette année en Ligue des Champions. Il met 3 buts de passe D, c'est pas ridicule. Je connais beaucoup de joueurs qui gagnent des Ligues des Champions titulaires toute la compétition qui font pas ça. C'est vrai, il joue pas face au Bayern Munich, c'est vrai, il joue pas face au Real Madrid. Il rentre un petit peu, c'est vrai qu'il joue pas en finale de Ligue des Champions. C'est vrai. Sauf que bon, dans le succès de la saison, il est présent parce que en phase de poule il est là, en 8e de finale il est là. En première ligue, il n'y a pas lui, tu gagnes pas le championnat. Il n'y a pas que lui, bien sûr, mais il est déterminant. Franchement, le game changer face à Tottenham qui te permet de relancer définitivement cette machine, il est là. En coupe, il a joué tous les matchs, sauf la finale, et il te l'a fait gagner. Il te fait gagner cette coupe. Sans lui, t'es pas en finale. Hein. Le triplé face à Chelsea, enfin le doublé face à Chelsea, le triplé face à Brentford. T'es obligé d'être présent, et ce joueur-là a montré beaucoup de qualité, sauf que c'est pas un problème de son niveau intrinsèque pur, c'est que dans le jeu de Guardiola, avoir un ailier typique de 4-3-3 qui doit coller la ligne, qui va être dans la provocation et utiliser un latéral pour rentrer, combiner, etc. C'est pas ce dont Guardiola a le plus besoin. T'as besoin d'un ailier, entre guillemets, comme Bernardo Silva, qui peut rentrer apporter de la densité au milieu de terrain et permettre de bloquer l'avancée de potentiel adversaire parce que t'as pas de latéral derrière. T'as Akanji qui fait un bon taf, ok, mais c'est pas un vrai latéral. Ça, regarde la preuve, même Kyle Walker, il ne joue pas tout le temps. Kyle Walker, il y a eu des petits problèmes physiques, mais Kyle Walker, il joue face à Vinicius Junior parce que c'est un antidote à Vinicius Junior, mais il joue pas tous les matchs. Parce que le profil d'Akanji est plus intéressant. Tu vas pas me dire qu'Akanji c'est meilleur que Kyle Walker, intrinsèquement. Sauf que dans cette façon-là de jouer, il est plus intéressant. C'est comme ça, tu vas me dire, est-ce que Nathan Ake, en termes de défenseur pur, est plus intéressant qu'un Aymeric Laporte? Je suis pas sûr. Sauf que dans ce profil-là, c'est plus intéressant. Bernardo Silva, à mon sens, est un excellent joueur et j'adorerais l'avoir à Barcelone, hein, mais il n'est pas plus intéressant qu'un Riyad Mahrez. D'ailleurs, l'année dernière, Bernardo Silva, il joue pas au profit de Riyad Mahrez. Pourquoi? Parce que le style de jeu de Manchester City avait besoin d'un 4-3-3, où Mahrez, en 2021, est incroyable, et en 2022, est très très bon en Ligue des Champions. En 55 matchs de Ligue des Champions, t'es quand même à 20 buts, 16 passes D, c'est pas dégueulasse. Cette année-là, les derniers matchs, entre guillemets, les matchs décisifs, tu les joues pas. C'est vrai, j'ai rien ne garantit que si tu les joues, tu gagnes pas, parce que c'est quelqu'un qui est assez clutch en Ligue des Champions, il se cache très rarement, il est très efficace. On l'a vu notamment face à ce but, face à Séville, super lucarne. Mais tu te dis, est-ce que vraiment ça fait de lui quelqu'un qui mérite pas vraiment de la gagner ou non, c'est une question de profil. À un moment donné, tu es une équipe et chacun doit participer comme il le peut. C'est vrai que cette année, il a moins joué, on l'a vu, il était un petit peu déçu. On a vu Guardiola le prendre nombreuses fois, aller lui parler. Mais c'est le foot, hein, entre guillemets, c'est le foot. Il faut savoir se sacrifier pour l'équipe et voilà. T'as fait ce qu'il fallait avant. Tout le monde est important, que ce soit de la première étape jusqu'à la dernière. Malheureusement, le sport est un petit peu ingrat. Tu vas retenir que la fin, un peu à l'image d'Erling Haaland. Tu vois, il met un quintuplé, mais il marque pas en demi-finale, il marque pas en finale. On va encore dire qu'il a fait un match éclaté. Quand dès que City ne déroule pas, tu fais un match éclaté. Voilà, on va dire un De Bruyne, encore une fois, t'es pas clutch en finale. Ça va un petit peu retirer aussi le mérite d'un Cristiano Ronaldo, alors si tu veux, en finale dans la victoire de l'Euro. Donc, il faut faire attention un petit peu dans le jugement de ces choses-là. C'est un sport d'équipe. Et moi, au-delà de cette petite parenthèse que je fais pour mes compatriotes algériens, les quelques petits rageux qui parlent d'un Mahrez qui, pour moi, est le meilleur joueur maghrébin et l'un des top, en tout cas top 3 joueurs africains actuellement, et largement dans le top 10 africain de tous les temps. Là, c'était juste une petite réponse à ça, parce que ça m'avait un petit peu dérangé de dire, ouais, il a chauffé le banc. Quand tu fais 36 titularisations cette année, tu es présent sur 30 buts de ton équipe. Donc bon, au bout d'un moment, on va se calmer un petit peu. Hein. Mais bon, pour revenir, et on va conclure, parce qu'on est bientôt sur 20 minutes de vidéo, ça fait 20 minutes que je parle. Guardiola, c'est une ode au football. Enfin, il a gagné. On pourra arrêter de enfin, la dernière victoire. T'avais Messi, t'avais Xavi et Iniesta. À chaque fois, tu t'es chié dessus. Enfin, maintenant, Guardiola, il a réussi à gagner cette Ligue des Champions. Et de quelle manière. Et franchement, on se dit que c'est comme ça les belles histoires. C'est tortueux, c'est sinueux.
Mais c'est comme ça les belles histoires. On l'a vu avec Lionel Messi en Coupe du Monde où il souffre, et objectivement, s'il gagnait la Coupe du Monde 2014, ok, on aurait dit le débat, le débat du GOAT, qui pour moi ne doit pas avoir lieu, avec Cristiano Ronaldo ou quoi, il est terminé et tout, mais en 2014, tu gagnes la Coupe du Monde, ok, tu aurais marqué probablement sur ta frappe en finale, la frappe qui passe juste à côté d'ailleurs, je pense qu'on l'a tous, et on a tous vu des reels traumatisants là-dessus. Mais est-ce que ça aurait eu le même impact comme quand il a gagné en 2022 où le mec c'est un one-man army, il prend une équipe, c'est limite une équipe qui doit maximum faire un huitième de finale, il l'emmène en finale en étant décisif partout et tout passe par lui. Est-ce qu'on aurait vu quelque chose d'aussi beau? Benzema, quand il a enfin sa consécration en tant que joueur ultime du Real Madrid, qu'est-ce qu'il fait l'année dernière où il te prend une équipe qui n'est pas censée passer l'écart et qui va aller remporter? La mouche qui vient me gâcher ma vidéo. Voilà. Cette année, la même chose. Guardiola, il a toujours eu des équipes stratosphérique en termes du jeu, mais cette année-là, c'est la consécration pour dire, ben regardez, déjà il la gagne, après tant de défaites, déjà c'est beau, mais de la façon avec laquelle il va la gagner, avec des joueurs où tu t'attends pas qu'ils doivent être titulaires, avec un style de jeu totalement novateur, face à un adversaire qui est censé être le plus dérangeant pour toi, en tapant tous les plus gros adversaires en Europe, et c'est magnifique, et c'est pour ça que je dis, c'est une consécration pour lui, une consécration pour les fans de foot, nous, et aussi un petit peu ce petit côté catalan, qui nous fait plaisir de voir l'enfant de la maison aller remporter cette Ligue des Champions. Et il le fait aussi sans Cancelo, là, faudrait qu'on en parle aussi. Bref, c'est ce que j'avais à dire sur Guardiola, sur City, sur la victoire de Ligue des Champions d'hier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, elle est un petit peu longue. J'ai volontairement voulu la faire après le flow de vidéos qui est sorti hier. Hein. Tout le monde a mis ses vidéos, moi je suis encore qu'un petit youtubeur. Je vous la mets le lendemain, comme ça si vous voulez avoir encore un petit dessert, même s'il est un peu long, hein, 22 minutes le dessert, mais bon. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on se voit très très vite parce qu'il y a la vidéo sur Jordi Alba, il y aura la vidéo sur Lionel Messi que j'ai pas voulu faire. Je voulais pas parler de Lionel Messi jusqu'à ce que ça soit terminé parce que je sentais un potentiel coup arriver comme ça. J'étais très confiant, mais ça pouvait arriver. Ça servait à rien de relayer les informations. C'est complètement fait berner dans cette histoire-là. Beaucoup de pages se sont fait avoir. Il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites de part et d'autre, du Barça, du clan Messi, de journalistes qui pensaient avoir des informations. Finalement, clap de fin, le joueur rejoint l'Inter Miami et on en parlera dans une prochaine vidéo où je ferai un petit peu un bilan de ce que je pense et on fera un petit peu le deuil du départ de Lionel Messi, de ce rêve-là de revenir à Barcelone. Mais ça ne présage que du bon pour le futur du FC Barcelone maintenant parce que ils ont plus le choix. Ils ont joué la cartouche, ils ont joué la carotte. Maintenant, tu as le départ de Alba, tu vas voir le départ de Kessié, probablement d'Ansu Fati, tu vas voir le départ tu as eu le départ de Piqué, tu as eu le départ de Busquets, maintenant tu as des potentielles arrivées qui peuvent arriver, avec Gundogan, avec Kimmich, avec potentiellement un latéral droit comme Cancelo en prêt, tu vas avoir un Victor Roque, il y a plusieurs joueurs qui sont sur les tablettes du FC Barcelone pour recréer maintenant une toute nouvelle équipe et permettre à Xavi d'avancer, il n'y a plus d'excuses d'aucun côté et on aura tout le temps et le loisir d'en parler. Je vous dis à bientôt et on se voit très vite sur la chaîne. Peace.